Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Trui TV avec au menu aujourd'hui les relations qui semblent se resserrer entre l'axe Ouagadougou-Bamako et Moscou et l'actualité récente au niveau de cette pays nous incline à cette hypothèse. Les juges du tribunal vont porter donc leur regard sur cette actualité-là. Bonjour, juge Geoffroy Avara. Bonjour, président Tomandi. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Juge Vara, bonjour. Bonjour. Président, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à nouveau à toutes, bonjour à tous pour cette troisième audience du tribunal de l'actualité qui commence, comme vous le savez, avec les avant-propos des juges convoqués dès maintenant. Séquence avant-propos des juges donc avec Geoffroy Avara pour commencer. Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner Qatar 2022 avec les espoirs qu'on avait avec le dernier Africain encore en lice, notamment le Maroc, mais qui a dû s'incliner face à la France. Une France qui a eu du mal, vraiment du mal, parce qu'on a eu une très très bonne équipe marocaine, mais qui a joué de malchance, qui à plusieurs reprises s'est retrouvée dans le carré français, le dernier carré français, sans pouvoir scorer. Et la France qui a pu, comme la plupart des grandes équipes, avec le peu d'occasion, être plus réaliste. Mais on dira toujours bravo au Maroc pour le parcours, pour l'histoire, parce que ça aussi c'est très important, et puis pour toutes ces vibrations. Mais bravo aussi à toutes les équipes africaines qui ont été à ce Qatar 2022-là et qui ont brillé, quoi qu'on dise, par leur talent, qui n'ont nullement été ridicules et qui, pour beaucoup, sont partis alors qu'ils avaient encore, on va dire, le mérite de pouvoir continuer. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de malchance, c'est vrai, mais c'est dans ça qu'on a l'apprentissage aussi et le bon. Donc, de plus en plus, je crois que ça reste dans la tête des autres. Les équipes africaines, ce n'est plus dans les poules ou les groupes là, les équipes avec lesquelles on va être sûr de prendre des points. Aujourd'hui, il y a un nivellement des choses qui fait que il y a à craindre. Et pour moi, c'est vraiment intéressant, d'autant plus qu'on apprend que pour les prochaines Coupes du Monde, il y aura sûrement beaucoup plus d'équipes africaines et on espère que cela sera bon pour le continent. Bon pour le continent, bravo au Maroc, bravo à l'Afrique et vivement qu'à la prochaine édition, on fasse davantage. Juge Inoussa Ouedraogo, votre avant-propos du jour. Merci, président. Hier, le procureur militaire nous a appris qu'un individu a été abattu aux encablures de la base aérienne. Et que le corps a été ensuite enlevé et déposé à la morgue de l'hôpital Yalgado. Et il indiquait qu'une enquête sera ouverte pour déterminer donc les circonstances de je ne vais pas appeler crime, ce drame. Mais ce drame. C'est la énième fois que ça arrive. À plusieurs reprises, nous avons interpellé ici l'autorité sur la nécessité de prendre des mesures pour ne pas que des individus de ce type puissent même franchir les barrières sécuritaires, qu'on puisse mettre des balises pour que si vraiment quelqu'un en arrive à franchir ces barrières-là, c'est qu'il y ait déjà eu à plusieurs reprises des tirs de sommation ou qu'il y ait des mécanismes pour le neutraliser sans qu'on ait besoin de l'abattre. On indique dans le communiqué que ce monsieur était sur un vélo et qu'il s'est donc malencontreusement trouvé à cet endroit-là. Je ne sais pas si les autorités militaires prennent en compte l'ensemble des critiques formulées par les Burkinabés depuis que des hommes, des individus, des femmes sont abattus systématiquement lorsqu'ils franchissent certaines barrières de sécurité qui se trouvent au centre-ville et tout le monde ne connaît pas Ouagadougou. Et malheureusement, il y a des personnes également qui, du fait de plusieurs problèmes, ne sont pas souvent des personnes normales
Et donc, ils peuvent se retrouver dans ce genre de dispositifs. Et on ne comprend pas pourquoi, malgré les interpellations, malgré les critiques, malgré les observations, les autorités militaires ne prennent pas de garde-fous et que des militaires soient obligés tout le temps d'ouvrir le feu sur d'autres Burkinabés comme ça, en plein cœur de Ouagadougou. Cela est triste et nous voulons interpeller une fois de plus l'autorité. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est vrai que la situation sécuritaire est très difficile, la période est sensible et que les militaires peuvent ne pas tout le temps se maîtriser parce qu'on ne sait pas effectivement qui est devant soi, mais il y a que nous devons pouvoir tirer leçon de toutes ces erreurs, de toutes ces bavures que nous commettons tout le temps et que des enquêtes sont promises surtout. Mais pas le même tribunal militaire, mais après on ne voit rien venir. Donc si le tribunal militaire avait réussi à faire des enquêtes pour nous montrer qu'effectivement ces personnes qui se sont retrouvées dans des zones à risque étaient effectivement des terroristes et qu'ils avaient par devers eux du matériel militaire ou qu'ils voulaient poser des bombes, etc., on aurait compris. Mais jusque-là, il n'y a pas une enquête qui est venue démontrer que ça a été le cas. Et même pour le dernier cas qu'on a connu avant ce jeune homme de 30 ans qui a été abattu hier, c'était le cas d'une femme qui était l'un des parents du secrétaire général, du secrétaire exécutif du RENLAC, M. Nakanabo Sagado. Ce jour-là, nous devions le recevoir ici et il est arrivé tout tremblant, indiquant que justement la dame qui a été abattue est l'une de ses connaissances, l'une de ses parents. Donc ce genre de choses-là, c'est vraiment triste. On interpelle, personne ne nous écoute, mais faisons en sorte que les populations ne soient pas révoltées contre leur propre armée. Et si on veut la collaboration tant souhaitée entre les populations civiles et les militaires, cela passe également par le respect de la dignité humaine, mais sinon allumer du feu comme ça sur des individus qui se sont aventurés dans des zones de sécurité de cette façon-là n'est pas de nature à faciliter nos rapports. Donc l'autorité militaire est interpellée. De grâce, faites quelque chose, trouvez des balises. Si au besoin, les populations doivent aider à trouver des barriques, à les peindre en rouge pour que ces zones-là ne soient même pas accessibles à un citoyen, à plus forte raison à vélo ou à moto. Et vraiment, ça serait bien pour notre pays. C'est donc même une double interpellation à l'endroit des autorités militaires, mais aussi à l'endroit de la population qui doit redoubler de vigilance par rapport à ces zones qu'on doit davantage sécuriser et davantage baliser. C'était la séquence avant-propos des juges de cette troisième audience du tribunal de l'actualité pour la semaine. Une audience qui, vous le savez, se déroule sur la télévision Trui TV, la télévision interactive Trui TV en simultané sur la radio Watt FM 100% urbaine. Aujourd'hui, les juges portent leur regard sur le resserrement des liens entre le Burkina et le Mali avec des rencontres qui se multiplient au haut niveau. Geoffroy Bara. Oui, les rencontres qui se multiplient au haut niveau, mais déjà dès le 2 novembre, on a vu le là qui a été donné par le président de la transition lui-même, qui est allé à Bamako et rencontrer Assimi Goïta avec des échanges bien nourris et tout. Donc on a compris qu'il y avait en tout cas ce rapprochement, mais qui est logique. Moi, je ne sais même pas pourquoi on parle de rapprochement. Deux pays qui traversent des turpitudes pareilles, qui ont le même ennemi, on va dire comme ça. C'est tellement logique qu'ils se mettent ensemble, qu'ils discutent pour voir comment est-ce qu'ils trouvent la solution à leurs problèmes. Pour moi, ce n'est pas un rapprochement, c'est même plus que logique. Et en plus, des pays qui partagent 1000 km de frontières de façon continue, frontières terrestres, je veux dire. Donc ça veut dire tout ce que ça veut dire. Donc pour moi, c'est vraiment logique. C'est même surprenant qu'on se retrouve peut-être à se bouder dans un moment pareil. Et ça serait même incompréhensible. Donc pour moi, c'est plus que logique. Et je disais, le 2 novembre, il y avait déjà cette première visite. Après, il y a les visites qu'on a. Et maintenant, c'est le président de l'Assemblée nationale qui sera là-bas. Mais c'est normal, puisque le Mali connaît la question terroriste beaucoup plus tôt que nous et dans sa phase plus dure beaucoup plus tôt que nous. Et donc,
ils ont vécu les mêmes choses avec un président qui a été renversé pour l'insuccès qu'il y avait sur la question de la réponse au terrorisme, mais aussi sur les questions de gouvernance. C'est pas loin de ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, ils en sont à avoir fait des choix. Pas que nous soyons dans une dynamique de copier-coller, mais on s'inspire et je pense qu'on discute pour comprendre comment est-ce que, pour celui qui l'a vécu, comment est-ce que, avec ce que nous connaissons, qui est de notre identité, de notre histoire, comment est-ce qu'on peut, nous aussi, inventer des chemins qui soient propres à nous pour pouvoir parvenir à un succès. Je crois que c'est dans cette démarche-là que les uns et les autres sont. Quand vous prenez le cas du Mali, ils ont tenté beaucoup de changements. Des éléments qui sont passés devant l'Assemblée nationale. On parlait il n'y a pas si longtemps de la question de la police. Ils avaient une police qui était militaire. Après un coup d'État, ils ont décidé de faire autrement, mais ils ont décidé de remilitariser la police. Cela est passé devant le Parlement. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments comme ça qui ont été discutés pour pouvoir avoir une meilleure réponse à la menace terroriste. Donc, forcément, c'est des éléments qui peuvent être ceux d'échange avec aussi des personnes qui devront aussi regarder dans les lois que nous avons et regarder dans la façon dont on doit recadrer les choses pour pouvoir avoir une transition qui nous mène très vite vers un ordre normal, donc passant par faire la guerre et puis retrouver la paix. Donc pour moi c'est plus que logique, il n'y a pas à faire tintamarre outre mesure. Alors c'est plus que logique, hein. Inoussa Ouedraogo, il n'y a pas à faire du tintamarre autour. Le président de l'Assemblée législative de transition, Ousmane Bougouma, est actuellement donc à Bamako pour renforcer ses liens d'amitié entre le Burkina et le Mali. Il partage évidemment, comme l'a souligné tout à l'heure Geoffroy Vaha, il partage une histoire, une géographie commune. Il y a 1200 km de frontières entre les deux pays. Il y a cette rencontre également qui est prévue avec le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, ce qui alimente là aussi, bien sûr, les débats sur un rapprochement plus étroit entre Ouagadougou et Moscou par le transit de Bamako. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bon, ce sont des options qui sont sur la table. Et habituellement, dans les relations entre le Burkina et ses voisins, notre pays a toujours privilégié la Côte d'Ivoire dans ses rapports. Donc les militaires, disons les présidents qui arrivent au pouvoir ont tendance à aller beaucoup plus du côté vers la Côte d'Ivoire d'abord, ensuite vers le Mali et quelquefois vers le Togo, etc. Mais là on voit que le président Damiba, quand il est arrivé, sa première sortie c'était d'aller à Bamako. Lorsque le président Ibrahim Traoré est arrivé également, il a choisi d'aller à Bamako. Et je pense que les arguments que avançait tout à l'heure juge Vaha, effectivement, sont à mon avis pertinents parce que nous partageons les mêmes préoccupations, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau militaire, sécuritaire. Nous avons pratiquement les mêmes défis à relever et on peut comprendre donc qu'on soit enclin dans cette situation-là à partager des informations, à partager du renseignement, à se rapprocher davantage et à serrer les liens séculaires qu'il y a entre nos deux pays. Maintenant, comme le disent les diplomates eux-mêmes, les pays n'ont que des intérêts, quels que soient les rapports historiques qu'il y a entre nous, quelles que soient les relations qui nous lient. Il y a que le Mali est un pays souverain. Le Burkina également est un pays souverain. Notre frontière, vous l'avez rappelé, longue de 1200 km, a été entièrement bornée. Ça veut dire que donc chaque État est à son niveau. Et ça, c'est un premier aspect qu'il faut relever et qui fait que chaque pays a des intérêts à défendre. Le Mali, en ouvrant les bras au Burkina et en souhaitant bienvenue au Burkina, nécessairement est dans un esprit de défendre ses intérêts. Le Burkina, en allant vers le Mali également, est dans un jeu d'intérêts, il est à la recherche de ses intérêts. Maintenant, quels sont les avantages à aller à Moscou
via Bamako, quels sont les inconvénients, les avantages, etc. On peut en discuter, mais comme je l'ai toujours dit, il appartient à chaque État souverain à un moment donné de son évolution historique de faire des choix stratégiques, géopolitiques, diplomatiques pour voir là où se trouvent ses intérêts du moment et puis avancer en tenant compte aussi des intérêts des générations à venir. Vous l'avez souligné tout à l'heure, justement, avant on allait beaucoup plus en premier lieu du côté d'Abidjan. Actuellement on va vers Bamako en raison justement d'une géopolitique qui a évolué et en raison de la situation sécuritaire dans cette zone-là. Est-ce qu'on est en train de construire un axe fort Ouagadougou-Bamako pour faire face à cette situation déjà locale, régionale et maintenant peut-être aussi pour aller vers Moscou, puisqu'on sait très bien que Bamako est assez proche de Moscou et beaucoup de dirigeants burkinabés sont passés par Bamako aussi et puis on a entendu qu'ils sont à Moscou. On en parlera plus tard. Est-ce qu'on est en train d'assister à la création d'un axe fort entre Ouagadougou et Bamako? Oui, je pense que nous sommes en train d'aller vers cela. C'est vrai que quand il y a eu le coup d'État au Burkina et en Guinée, certains avaient estimé qu'il était venu le moment de créer un axe Bamako et Conakry-Ouagadougou pour démarrer une sorte d'États-Unis d'Afrique, qui va commencer donc bien entendu par ce pays-là. Voilà, par un petit noyau. Certains avaient estimé également que ça allait être une réponse à cette CEDEAO qui n'était pas la CEDEAO des peuples, la CEDEAO qu'ils ont toujours voulu. Et du coup, effectivement, je pense que quand on regarde de plus près aujourd'hui, tel que les choses avancent, notre président a été le premier à y aller. Ensuite, le premier ministre Joachim de Tambela a fait également une escale à Bamako. Et maintenant, c'est le président de l'Assemblée nationale qui y est. L'Assemblée législative de transition. L'Assemblée législative. Et donc, tous les pouvoirs y sont allés. Et j'imagine également que la ministre des Affaires étrangères est partie avant même que tout ce beau monde-là ne s'y retrouve. Et ça veut dire donc que le Burkina est en train de s'orienter radicalement vers le Mali et donc vers Moscou. Est-ce que ça va être effectif? Et comme je dis, est-ce qu'on doit... Je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine. C'est que, comme je l'avais dit, quand on prend les relations économiques, etc., notre pays était orienté vers le Togo, vers la Côte d'Ivoire, vers le Bénin. Et on voit que tous ces pays-là sont des pays qui sont dans le giron français, y compris le Niger également. Donc à 90-95%, ce sont des pays qui sont acquis à la cause française, donc qui sont dans le précaré français. Ce sont les pays voisins du Burkina. Et il reste à côté le Ghana et le Mali. Le Ghana également dans le giron de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Qui dit Grande-Bretagne dit États-Unis. Qui dit États-Unis, Grande-Bretagne dit OTAN. Et donc la France s'y retrouve d'une manière ou d'une autre. Donc de façon directe ou indirecte, le Ghana également se retrouve dans le giron français. Et donc tout ce grand espace-là est contrôlé plus ou moins par l'OTAN. Donc ça veut dire que tous les pays voisins du Burkina aujourd'hui sont plus ou moins dans le giron, en tout cas, de ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, de l'OTAN, etc. Il n'y a que le Mali seul qui est en train de se détacher pour se rattacher à la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina, en prenant l'option d'aller vers le Mali, ne sacrifie pas, entre guillemets, est-ce que ça nous arrange vraiment d'y aller? Ce sont des questions de fond qui devraient être posées. Nous avons des diplomates chevronnés qui peuvent réfléchir à la question. Nous avons des experts de tout genre et des historiens également qui peuvent nous éclairer sur la question. Mais je pense que, comme je l'ai dit, à un moment
moment donné de l'évolution historique de chaque peuple, on fait le point et en fonction des intérêts du moment, on peut décider de s'orienter dans tel camp ou dans tel autre camp. Mais les réalités maliennes, une fois de plus, ne sont pas les réalités du Burkina. Les relations entre le Mali et la Russie ne sont pas forcément les relations entre la Russie et le Burkina, parce que j'ai cru comprendre que le Mali a toujours eu des relations séculaires avec la Russie, qui a beaucoup d'intérêt, vraiment beaucoup d'intérêt, et donc il faut tenir compte. Aujourd'hui, le Mali est une puissance militaire au niveau de la CEDEAO, qu'on l'aime ou pas. Donc ce sont des aspects dont il faut tenir compte. Et puis il y a des éléments historiques sur lesquels on peut revenir également qui font que je dis oui, il faut diversifier les partenaires, mais il faut éviter de se jeter tout son dévolu sur une seule force, sur une seule puissance, parce que comme nous l'enseigne l'adage, on ne met pas son œuf dans un seul... On ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Alors, Geoffroy Vara, vous pensez qu'il est peut-être exagéré de parler aujourd'hui de renforcement, mais est-ce qu'on n'assiste pas quand même à cet axe-là, à un renforcement de cet axe entre Ouagadougou et Bamako? Oui, pour moi, il faut qu'on accepte aussi que la question Ouaga-Bamako, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Si vous vous rappelez, même si la dernière visite du ministre de la Défense malienne, le colonel Sadio Camara, c'était quoi? C'était en novembre, non? Oui, c'était pas, il n'y a pas très longtemps. Voilà, 11 novembre, si ma mémoire elle est bonne. Mais n'oublions pas que même Souro Kaboré, il était encore ici et ils avaient même annoncé, c'était même 2021, 9e mois, ils avaient annoncé plusieurs missions conjointes. Il y a des missions qui ont eu lieu. Donc, je veux dire que c'est un tandem obligatoire. Donc, même sous ROC, il y avait l'option de vraiment se rapprocher du Mali dans l'offre en matière de riposte terroriste. Donc, c'est pas, pour moi, c'est une obligation. On n'a pas le choix. Quand vous avez 1200 km de frontières comme ça, où vous avez le GSIM qui est très actif, vous avez l'État islamique au Grand Sahara qui est très actif, vous avez des dérivés même de tous ces groupes-là, comme Ansarul Islam, qui sont dans la zone et qui sont très actifs, qui lorsqu'ils sont inquiétés de la partie burkinabé parce qu'on est dans des offensives, ils s'en vont se mettre au Mali. Après, quand là-bas c'est un peu plus chaud, donc si on ne se met pas ensemble, c'est vraiment illusoire de penser qu'on peut venir à bout du terrorisme, surtout dans cette zone-là. Et puis c'est une zone d'abord même des 3 frontières, il faut dire la vérité. Oui. Donc il y a peut-être le Niger qui risque de devenir dans cette affaire-là un genre de ventre mou. Maintenant, lui, je parle de Bazoum qui accusait plutôt les autres d'être la zone de repli des terroristes. Si l'axe Bamako-Ouagadougou est très actif et très intéressant, ça risque de passer plutôt de l'autre côté. Et est-ce que ça va nous servir? Parce qu'ils iront encore trouver le moyen d'un repli pour revenir nous inquiéter encore à un autre moment où on aura baissé la garde. Donc on est obligé, lorsqu'on a des frontières communes comme ça, d'avoir des actions communes, d'avoir une synergie dans l'action qu'on est en train de mener pour plus comment on va dire ça, pour plus de résultats. De réactivité. Voilà. Mais quand vous regardez au fond, je disais depuis Rokabouri on a commencé, le problème n'est pas de dire allons avec le Mali ou on a un destin lié sur la question du terrorisme, c'est comment est-ce que vous y allez, est-ce que vous y allez de façon sincère. Sinon, lorsque Damiba est arrivé, lui aussi il avait commencé avec le Mali à montrer que bon, il y avait une oreille beaucoup plus attentive et il avait fortement en tout cas entrevu ce axe-là. Mais est-ce que ça a vraiment duré? Parce qu'après aussi, quand on l'a vu partir un peu plus à Abidjan, il y a eu comme un genre de revirement dans le positionnement, on n'a pas compris grand-chose. Donc, il faut savoir regarder et puis savoir lire. Et moi, je suis d'accord avec Inoussa. Aujourd'hui, quand vous regardez, le Mali représente aujourd'hui dans notre sous-région, en termes de géostratégie, le leadership russe. Vous regardez la Côte d'Ivoire, c'est le leadership français. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est ça la réalité aujourd'hui. Maintenant, est-ce que le Burkina a le choix d'aller ailleurs? Aller avec
quoi? On a une histoire, c'est vrai, avec la Côte d'Ivoire, parce que, bon, on connaît, il y avait des frontières qui ont été fondues, il y a beaucoup d'éléments qui ont été faits, on a beaucoup de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, mais le Burkina et la Côte d'Ivoire ne vivent plus la même réalité aujourd'hui. C'est deux éléments très différents aujourd'hui. La preuve, est-ce que il y a la liberté de partir comme ça en Côte d'Ivoire si ce n'est par avion? Sinon, si vous prenez la route, en tout cas ceux qui prennent le car, c'est des clandestins, des voyageurs clandestins, parce que la frontière elle est fermée. On a dit d'abord pour cause de Covid, mais aujourd'hui la Covid c'est fini, mais la frontière elle est toujours fermée. Derrière, on sait qu'il y a forcément une autre raison. Si c'est parce qu'ils se disent que bon, si on laisse la frontière risque d'être poreuse, il faut confiner la chose au Burkina, et parce qu'on craint que ça ne se propage. Bon, ça n'engage aussi que, parce que quoi qu'on dise, chacun lutte pour son peuple, puis chacun se préserve d'un certain nombre d'éléments. Même au Burkina, à un moment donné, dans le discours de nos politiques, c'était non, ils quittent au Mali pour venir ici, c'est des Maliens, c'était ça. Donc chacun aussi, à un moment donné de son histoire, a pensé comme ça. Mais après, vous vous rendez compte que c'est une affaire aussi qui s'est domestiquée, où les recrutements se sont faits parmi vos concitoyens, où vous avez des cellules dormantes, où ce n'est plus une question de l'élément venu d'ailleurs. Oui. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a plus d'éléments qui concourent à ce que on soit sur l'axe malien plutôt qu'un autre axe aujourd'hui. Parce que les autres, ceux dont ils ont peur, c'est ce dans quoi nous étions à une autre époque. C'est-à-dire qu'il y ait l'effet de contagion. Nous, on y est déjà avec les Maliens. Il n'y a plus affaire de contagion, on y est. On souffre de la même maladie. Et donc, c'est bon de voir le remède qui a marché ici. Je vais essayer ici, mais à ma dose. Le remède qui n'a pas trop marché là-bas, je vais voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que moi ici ça pourrait marcher? Parce que voilà la réalité et la singularité de ma démarche et de ma réalité. Je veux dire que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est donc naturel aujourd'hui de tenter d'autres solutions. Quand ils sont arrivés, ils nous ont dit c'est une question de diversification. On a des rapports avec la plupart des pays, que ce soit la France, la Russie, la Chine et tout. Maintenant, est-ce qu'ils sont autant accrus avec chacun d'eux? Est-ce qu'on a des options qui sont celles-là qui nous rapportent plus de résultats? Donc, quand on a essayé des choses qui n'ont pas marché, on tente d'autres choses. Je pense que c'est la logique dans laquelle aujourd'hui nos autorités sont. Maintenant, il y a la question de la sincérité. J'ai dit, même avec Damiba, et que ce soit avec Roch Kaboré, c'est des choses qu'on a tentées. Mais est-ce qu'on est allé jusqu'au bout? On a l'impression que maintenant, on est en train de passer plutôt un cap. On est en train de passer un cap maintenant. On est en train de passer un autre cap. Ce n'est pas la simple visite qu'on a eue d'un président de transition qui y est allé. On a vu le colonel Sadio Kamara qui est venu. Ils ont fait des rencontres. Ils ont parlé stratégie de façon claire entre les deux hiérarchies militaires des différents pays. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale qui y va, on apprend que le Premier ministre transite et tout. On sent qu'il y a un choix. Si vous voulez aller taper aujourd'hui à la porte de la Russie et discuter avec les figures de proue, c'est-à-dire les premières têtes, je ne pense pas si dans la sous-région là, il y a quelqu'un d'autre de plus indiqué que le Malien pour vous y introduire. Donc suivez mon regard. Donc on peut conclure que toutes ces visites qui transitent par Bamako constituent en sorte un tremplin pour renforcer les liens avec Moscou sur le plan de la sécurité. Le Burkina est un pays indépendant. Je pense que ça nous a été dit de façon claire. Depuis même le Premier ministre Albert Ouédraogo qui a dit sur la diversification de nos coopérations, il a dit on va aller avec ceux qui nous arrangent et qui nous respectent. Ça c'est sous Damiba. Aujourd'hui, quand on entend le Premier ministre de Tambela, il ne le dit même pas à demi-mot, c'est vraiment de façon très ouverte. On a des problèmes. On cherche des médicaments qui peuvent nous soigner. Si vous prenez des placebos, vous vous rendez compte après que c'est de la farine qu'on vous donnait. Bon, vous cherchez un bon médicament. On est dans cette obligation. Et il faut aller crânement sans se gêner. Maintenant, il faut savoir que l'histoire du Mali, la réalité du Mali, le process malien est le process malien. Le Burkina aussi doit conduire sa voie et par sa méthode, même si on fait le choix d'une Russie comme partenaire privilégié, on ne va pas forcément même aller comme le Mali est allé. Le Mali aussi a une histoire dans la question du terrorisme, même avec la France.
Je rappelle encore que c'est Serval qui est venu sauver à un moment donné les Maliens l'ont reconnu, ils l'ont toujours dit. Mais c'est cette même France-là qu'ils ont dit, alors qu'ils ont dit on va partir, il dit ok, on va trouver une alternative à vous. Et quand c'est devenu compliqué, il dit bon, partez en même temps. Donc je veux dire que ça, c'est l'histoire malienne. Nous, on a une autre histoire aussi. Donc il faut savoir tracer son chemin et savoir bien le faire. Il faut savoir tracer son chemin. Est-ce que vous direz, Moussa Ouedraogo, qu'il y a comme un alignement des planètes au renforcement de cet axe-là, et que justement, avec toute l'actualité, la dernière actualité qu'on a, cela veut clairement dire qu'on fait le choix donc, de Moscou pour cette lutte contre le terrorisme, notamment. En tout cas, il appartient aux autorités burkinabées de clarifier justement cette position, de dire que actuellement nous avons fait l'option d'aller vers la Russie plutôt que de continuer à rester dans le giron français. C'est eux qui doivent déterminer ça de façon claire et nette et avoir le courage aussi de le dire aux Burkinabés de façon claire et honnête, mais aussi aux partenaires français de façon claire et honnête. Parce que le jeu trouble, le jeu de l'illibible qu'on veut faire en disant tantôt, bon, nous allons nous orienter côté Russie, tantôt on dit, bon, nous avons besoin de la France pour nous aider à ceci ou cela, peut être de nature à semer le doute et à créer encore des suspicions entre les deux pays. Donc pour moi, il faut qu'à un moment donné, de façon courageuse, les autorités burkinabées s'assument. Le Burkina est un État souverain qui décide avec qui il veut entretenir tel type de relation plutôt que tel type de relation. Donc si nous avons pris l'option russe, nous devons courageusement le dire à notre peuple et donner les raisons et les arguments pour lesquels nous avons décidé d'aller avec la Russie. Si nous avons décidé de rester dans la diversification du partenariat, et aussi bien avec la Russie qu'avec la France, ça aussi on le dit de façon claire, de façon ouverte, de façon sincère à son peuple. C'est de ça que nous avons besoin. Maintenant, comme je l'avais dit, au regard des actions, au regard des différents voyages diplomatiques, on se rend compte clairement qu'il y a une volonté manifeste d'aller vers la Russie, même s'ils ne le disent pas publiquement. Ils ont peut-être leur raison. Moi, j'ai la faiblesse de croire qu'il est bien d'indiquer au peuple que nous avons opté de faire ci, de faire ça, et voici les raisons pour lesquelles nous le faisons, parce que c'est pour le peuple qu'on gouverne, même si je suis d'accord évidemment que ce n'est pas des questions qu'on discute dans la rue, mais le peuple a droit à l'information, et on doit nous informer de la nature et des orientations diplomatiques qu'on donne à notre pays. Maintenant, je suis d'accord qu'il n'y a rien à faire, il nous faut renforcer les liens avec le Mali, mais aussi avec le continuum Mali-Algérie, parce que l'Algérie a une position déterminante dans ce jeu-là, et il semble être un allié naturel pour le Mali et donc nécessairement pour le Burkina. Et cet axe-là, à mon avis, est important à être renforcé, mais nous ne devons pas perdre de vue que la guerre là, c'est nous d'abord et les autres ensuite. Et avec la Russie, évidemment, on pourra avoir de l'équipement. Les gens ont toujours dit, et j'avais rappelé aujourd'hui que le Mali est aujourd'hui au regard de beaucoup de choses et à écouter des experts en la matière, une puissance militaire au niveau de la CEDEAO. Et le Mali doit cette position-là en grande partie à la Russie. Et on a souvent entendu nos autorités dire qu'il y avait des difficultés avec la France pour acquérir un certain nombre de matériel, le temps que ça met, etc. Et quand on fait également le bilan de la coopération avec la France, ça fait 7-8 ans que nous sommes dans le terrorisme. On peut faire le bilan et se demander qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, est-ce qu'avec la Russie on peut gagner ceci ou cela. Ben, c'est en fonction de ça que nous allons décider vraiment en tant que peuple souverain d'aller avec la Russie. On peut décider de le faire pour 2 ans, pour 5 ans, pour 10 ans, mais il nous appartient vraiment de façon souveraine de faire ce choix-là.
Par contre, je dois dire aussi que les autorités de la transition ne doivent pas perdre de vue qu'ils sont là pour un délai de 21 mois. Ils ont déjà consommé quelques mois, donc ça ne reste plus même 21 mois. Donc il faut tenir compte de ça dans le changement de paradigme, parce qu'il ne sert à rien aujourd'hui aussi de changer vraiment de façon totale de posture, pour que quelques mois après, un nouveau pouvoir arrive et décide d'aller également dans un autre sens. On l'a vu avec les deux Chines, et ce serait préférable que les Burkinabés parlent de la même voix. Et c'est en cela que je pense qu'on doit impliquer les diplomates, on doit impliquer les partis politiques aussi dans la réflexion, parce qu'in fine, au bout de quelques mois, on va aboutir à des élections, et ça ne serait pas agréable que les accords qu'on a obtenus aujourd'hui puissent être remis en cause demain pour des intérêts politiques. Il ne faut pas remettre en cause ces accords-là pour des intérêts politiques, mais est-ce que justement, parce que en fait, le rapprochement avec la Russie, je crois qu'on a déjà des relations avec la Russie, et que le problème n'est pas tant d'avoir des relations avec la Russie. Est-ce que derrière cette coopération ou ce rapprochement qui s'accentue, les gens ne voient pas plutôt ou ne combattent pas plutôt le fait qu'il y a Wagner derrière? Est-ce que copiner avec la Russie, c'est ipso facto avoir des relations avec le groupe paramilitaire Wagner? Geoffroy Bara. Bon, logiquement même, c'est que la Russie, elle, dans ce qu'elle reconnaît, Wagner ne peut pas exister. Donc on ne peut pas ici dire que, bon, on discute avec Wagner via la Russie. Mais on ne peut pas dénier que Wagner est un bras, quoi qu'on dise, on va dire d'exécution d'un certain nombre de choses russes. Ça, il n'y a pas de débat. C'est ça. Donc il y a une complexité de la chose qui fait que ça même c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, c'est difficile de dire on est avec la Russie et qu'on n'entrevoit pas qu'il y ait peut-être le débarquement de soldats de Wagner. Donc du coup, ça c'est une réalité. Quand on prend le cas même du Mali dont on parle, le Mali est en coopération avec la Russie depuis fort longtemps. Mais le problème a commencé à se poser avec Wagner. Avec le groupe Wagner. Et les Occidentaux mettant faussement, faisant chapeauter Wagner par la Russie, et donc dans leur lutte géostratégique avec tout ce qui va derrière. Donc pour moi c'est pas ça le plus important. Pour l'instant, lorsqu'on parle de coopération, c'est avec des États. Et alors que la Russie elle-même, on connaît la réalité des choses. Est-ce que c'est vers Wagner qu'on est en train d'aller? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Et nous, on est trop en périphérie des choses pour pouvoir savoir. Même les Maliens, c'est des choses qu'ils ont constatées après. Ils ont appelé, mais après, c'est des choses qu'ils ont constatées. Étant entendu que même les autorités ont toujours dit, il n'y a pas Wagner chez nous. Nous traitons avec les Russes, point barre. Donc ça encore, je dis, c'est un autre débat. Mais moi, ce que je retiens dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un message qui est en train d'être donné. Ça veut dire que celui qui a été notre, comment dire cela, notre partenaire privilégié ne l'est plus. Je pense que c'est ce message-là qui petit à petit est en train d'être donné. Mais en même temps, quand on dit qu'il ne l'est plus, on ne va pas jusqu'à dire qu'on n'en veut plus. C'est pour ça, à chaque fois dans la même communication, on dit, on peut aller ailleurs, on ira voir ailleurs si on n'a pas satisfaction avec vous, mais et on déroule encore le discours dont parlait tout à l'heure Inoussa, qui paraît incompréhensible pour certains. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'amalgame de, comment on appelle ça, de casser une préférence pour, on va dire, une diversification et des choix plus accrus, et le départ, ou bien comme on l'a par exemple avec le Mali, le torchon qui brûle entre deux pays. On ne veut pas déshabiller Pierre pour Paul. J'ai l'impression que c'est ce sur quoi on est en train de partir. Et du coup, ça fait que la lecture n'est pas si claire pour ceux qui regardent, mais elle peut être claire pour ceux qui sont en train de la mener. C'est ça. Même quand on prend le cas on prend le cas du Mali, le Mali n'a pas décidé un matin
de chasser de dire à la France de partir avec ses forces. C'est la France qui a dit je vais partir avec un chronogramme. Et le Mali a dit ok, comme vous partez, comme un abandon en plein vol, il n'y a pas de souci, on va se trouver une alternative. Et c'est l'alternative qui n'a pas plu. Si ceux-là ils sont là, nous on n'est plus là. On dit mais vous avez dit que vous partiez. Donc en quoi est-ce qu'il y a un intérêt avec qui on reste? Vous êtes en train de partir. Et donc est venu le brouhaha avec l'accélération du départ, avec évidemment le torchon qui brûlait et puis les propos qui étaient de plus en plus irrespectueux, en tout cas à l'endroit du Mali, et le Mali qui répondait aussi parce que c'est un pays indépendant et qui n'acceptait pas se faire marcher ainsi là-dessus. Donc c'est ce à quoi on a assisté. Maintenant, là, nous, on est dans un autre contexte. Il y a certains, par exemple, quand on les écoute, il faut dire aux Français de partir. J'ai dit, même le Mali, ça n'a pas été comme ça. Il y en a qui attendent ça de nos autorités. Mais je me demande, est-ce que c'est ça qui est primordial aujourd'hui? Parce que quand on écoute même le président de la transition, qu'est-ce qu'il dit? Il ne parle pas de la Chine, il ne parle pas de la Russie, il ne parle pas de la France. Il parle de l'offre domestique. Il faut compter d'abord sur nous-mêmes. Maintenant, comment est-ce qu'on renforce nos capacités avec des coopérations intelligentes, sincères, avec des gens qui sont prêts à nous accompagner selon les conditions qui sont les nôtres? Et là, il dit, quand on pose le débat ainsi, on a eu un partenariat privilégié avec certains qui n'a pas donné ce qu'on voulait. Donc, on va tenter ce qu'on peut avec d'autres personnes. Parce qu'on est un pays indépendant. Mais ça ne veut pas dire que l'autre il doit dégager. Et ça, c'est le discours. Moi, quand je regarde dans les différentes sorties, que ce soit de Tambela, du président de la transition, c'est ce que je lis. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui attendent autre chose, qui attendent quelque chose de frontal, parce qu'ils vivent mal dans leur chair le fait que quelqu'un qui soit un allié depuis longtemps avec tout ce qu'on lui connaît comme je sais pas moi, prouesse militaire, matériel et tout, qu'on soit aujourd'hui dans cette même réalité. Ouais. Ça, c'est un fait. Mais je pense que ceux qui gèrent cette transition aujourd'hui, on ne peut pas chauffer le café de la même façon, hein. Et puis on ne peut pas boire ce vin-là de la même façon. Il faut quelquefois mettre un peu d'eau lorsque vous êtes un peu plus au-dessus. Et moi, c'est comme ça que je lis comment les choses sont en train d'être menées aujourd'hui. Alors, on n'est pas dans le frontal encore, on n'y est pas. On n'y est pas dans le frontal. Alors, Inoussa Ouedraogo, est-ce que vous voyez dans ce qui se passe actuellement en filigrane se dessiner l'équation Wagner? Comment vous analysez cette équation Wagner qui pourrait être dans la cohorte de ce rapprochement plus serré avec la Russie? En tout cas, on constate que lorsque la Russie s'installe, cette force-là, d'une manière ou d'une autre, n'est pas loin. On l'a vu en Centrafrique et on l'a vu également au Mali. Est-ce que les autorités burkinabées vont aller dans ce sens? Je ne sais pas. Mais il leur appartient en tout cas de réfléchir à ce qui paraît être le mieux pour le Burkina et pour les générations futures. C'est vrai que quand on se noie, on s'accroche même au crocodile. Et donc, il est évident que le Burkina tentera 1001 choses pour sortir de sa situation actuelle. Mais je pense que les autorités sont mieux placées pour jauger si oui ou non ils ont besoin de Wagner. Dans tous les cas, les autorités maliennes ont toujours soutenu que chez eux, il n'y a pas Wagner et qu'ils sont dans un partenariat militaire avec la Russie qui forme donc leurs militaires en retour. Donc, bien entendu, chacun est libre de croire à ce que chaque parti raconte. Moi, je crois aux autorités maliennes. Je crois qu'elles sont sincères, mais je peux me tromper. Donc, les Burkinabés aussi sont libres de choisir, comme je l'ai dit, en tant qu'État souverain, avec qui ils veulent collaborer. Si les autorités actuelles estiment aujourd'hui que la sécurisation du Burkina passera en partie avec donc le soutien de Wagner, mais pourquoi pas? Dans tous les cas, l'armée française est là. Et des gens estiment que
cette armée française qui est en présence à Ouagadougou depuis des années ne fait pas grand-chose dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est leur point de vue. Moi, personnellement, je crois aux forces militaires burkinabées. Je crois aux forces de sécurité burkinabées. Je crois à la solidarité africaine. Et je pense que moyennant un minimum d'organisation, moyennant un minimum d'engagement patriotique, moyennant un minimum de bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité, nous pouvons parvenir à inverser les tendances et à surmonter les défis du moment. Moi, je crois que c'est possible, pourvu qu'on se réorganise. Et je pense qu'à l'allure où nous allons, des nouvelles semblent bonnes au regard donc de ce que nous avons perçu sur le terrain ces derniers temps. Il faut continuer dans la même tendance. Il faut s'équiper au maximum et c'est là que moi je vois l'intérêt d'aller vers un partenaire comme la Russie. C'est vrai que nous utilisons effectivement les Kalachnikov qui sont des armes russes depuis des décennies, mais une fois de plus, je pense que si nos autorités ont décidé de s'orienter vers la Russie, c'est parce qu'ils semblent avoir beaucoup plus de facilité d'acquérir des armes de guerre avec ce pays-là. Mais à quel coût? Avec quelle contrepartie? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je dis et je répète, nous sommes un État souverain. Nous avons le droit de traiter avec qui on veut en fonction des intérêts du moment, tout en sachant évidemment que demain ça peut ne pas être le même partenaire pour telle ou telle raison, mais en ce moment précis, si les autorités estiment que c'est la Russie qui est la solution du moment, il faut y aller, mais en prenant toutes les précautions, en impliquant tous les acteurs, en créant au besoin des think tanks pour réfléchir justement aux intérêts du pays, à ce que nous gagnons, à ce que nous perdons, à court, à moyen et à long terme, de sorte à ne pas faire également des choix que nous serons amenés à regretter dans un futur proche. On ne doit pas regretter nos choix. Vous l'avez dit tout à l'heure, pas tout à l'heure, vous l'avez dit précédemment. Il y a comme une coalition qui se crée entre les trois pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont aujourd'hui, les trois régimes qui sont issus de coups d'État, au Mali, au Burkina et en Guinée. Et le Premier ministre Apollinaire de Tambela l'a indiqué d'ailleurs dans sa déclaration de politique générale, sans nommer ces pays bien entendu, a indiqué son souhait d'aller vers un État fédéral en Afrique de l'Ouest. Donc, est-ce que ces trois pays vont finalement se coaliser, comme on dit, pour créer un petit noyau, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, d'autant que ces trois pays sont exclus aujourd'hui, ou en tout cas n'ont pas été invités au sommet États-Unis-Afrique qui se tient actuellement à Washington. Ce qui est certain, c'est que unis, nous sommes plus forts, mais divisés, nous serons toujours des objets à la merci des plus forts, des plus puissants. Et donc nos États ont intérêt aujourd'hui à s'unir sur un certain nombre de choses. Au moins la monnaie commune, au moins une armée commune, au moins une diplomatie commune. Ces trois éléments-là, nous pouvons les faire en entendant de réfléchir à des mécanismes pour aller vers une sorte donc des États-Unis du Sahel, comme l'a proposé le Premier ministre Maître Apollinaire Kilem de Tambela. C'est bien possible. On se rappelle que en 1932, à la pénétration coloniale, lorsque le Burkina a été subdivisé, disloqué et partagé entre les États, une bonne partie du Burkina s'est retrouvée dans le giron malien. Et jusque-là, nous avons de part et d'autre donc des populations, vous allez trouver des Ouedraogo, des Herbo, des Traoré, etc. au Mali. Parce qu'à un moment donné, moi qui vous parle, ma grand-mère est malienne. Et donc, d'une manière ou d'une autre, nos pays sont imbriqués historiquement. Donc, il y a cette dislocation de la Haute-Volta là qui fait que historiquement, nous sommes liés au Mali. En plus de ça, le Mali considère, et certains historiens maliens également, que l'empire du Mali s'étendait dans toute cette partie-là, y compris au Burkina Faso. Et donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes historiquement un même bloc.
C'est vrai qu'il y a eu dans l'évolution historique de nos pays des bruits en 75 avec le Mali, puis en 85, mais cela peut être une force aujourd'hui qui rapproche nos deux peuples, et je pense que nous avons tous les atouts nécessaires pour aller donc vers ce regroupement-là. Bien entendu, la Guinée qui est à côté aussi, et peut être se déboucher sur la mer, et donc c'est une bonne opportunité, mais le Mali étant au milieu, bien entendu, le Mali apparaîtra donc comme la capitale de ce regroupement-là, et moi je pense que nous avons le droit de rêver, et comme je l'ai dit, nous n'avons pas d'autres perspectives, d'autres avenirs que d'aller vers l'union et vers l'unité. Si l'Afrique s'unit, nous allons réussir à mettre un terme rapidement non seulement à l'insécurité, au terrorisme, mais aussi à partir de là, l'Afrique prendra son vol et l'Afrique s'imposera au reste de l'humanité, qu'on le veuille ou pas, parce que l'avenir du monde se trouve en Afrique. Et je crois que, bien entendu, nous puissions aller vers ces États-Unis du Sahel-là. Mais je dois rappeler que le Mali est dans cette prédisposition d'esprit, parce que le Mali a inscrit dans sa constitution qu'en tant que pays, il est prêt donc à lâcher tout pour aller vers les États-Unis d'Afrique. Ce n'est pas le cas pour le Burkina. Ça veut dire que si nous voulons aller vers cet ensemble-là, nous devons commencer par inscrire dans notre constitution cette possibilité aussi d'aller vers un État fédéral, et idem également pour la Guinée. Alors, Guinée, Mali, Burkina, 3 pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui se retrouvent presque dans la même situation. Ce sont aujourd'hui 3 pays où il y a eu des coups d'État et qui parlent de refondation, qui parlent de renaissance, et tout ce que vous voulez. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une identité de vue entre ces 3 pays, malgré les apparentes différences? Est-ce qu'on peut fédérer ces 3 pays-là pour constituer un noyau fort en Afrique de l'Ouest, selon vous? Les 3 pays ont un dénominateur commun, c'est d'être dans des transitions, donc d'avoir connu des coups d'État. Mais je pense, et ça c'est mon avis, c'est que avec le Mali, on a des réalités plus communes sur des éléments plus concrets. C'est la question du terrorisme. Les transitions n'ont pas vocation de durer. C'est pour revenir à un ordre normal. Donc c'est pas parce qu'on a 3 États en transition que c'est le bon moment pour se mettre ensemble. C'est pas ça qui doit être pour moi l'élément déterminant. C'est ça. Et quand on regarde la question guinéenne, elle est bien loin, elle est très bien loin de la question malienne, de la question burkinabé. Donc pour moi, c'est pas ça qui va faire le vase commun, qui va faire la décision. Mais pour moi, il y a d'autres questions qui sont plus principales pour nous aujourd'hui. C'est la question du terrorisme, comment on en sort. Pour arriver à des grands ensembles, il faut qu'on règle ce problème-là. Et ça, les gens qui sont en face, ils l'ont compris. Quand vous entendez Moujao, le Moujao, ça veut dire quoi? C'est un mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest. Eux, ils ont déjà laissé la question des frontières. Ils tapent ici, ils traversent la frontière, ils tapent ici, ils traversent la frontière, ils tapent ici. Et la frontière, ce n'est pas un problème. Bien au contraire, ils en ont fait un avantage de nos frontières, de nos barrières. Donc nous, ça doit nous donner aussi un message, même dans la façon dont on va tenter de les affronter. On doit aller avec ceux qui ont le même problème que nous. Et pour l'instant, c'est le Mali, sur la question du terrorisme. Et pour moi, ça, c'est important. Deuxième élément, c'est la question de la franchise de ceux avec lesquels nous sommes. Et je dis aujourd'hui, on a l'impression qu'on passe un vrai cap dans ce qu'on voulait faire avec le Mali, ou bien dans la façon dont on entrevoit nos coopérations et leur diversification, notamment avec la Chine, avec la Russie. On a l'impression qu'on est en train de passer un autre cap. Parce que rappelez-vous que sous Damiba, on est parti, c'est vrai, très vite au Mali, on est revenu, les choses ont changé. On a même eu un observateur qui, sur son site, avait rappelé que il y avait un document qui datait du 25 mai de notre année, donc sous Damiba, qui donnait le fait que il y avait la revue stratégique de la présence des forces de l'Union européenne sur le sol africain, et il y avait 3 pays qui étaient identifiés. Il y a le Niger qui avait donné son OK, il y a le Burkina qui aurait fait sa demande
pour que ces forces-là viennent. Et il y a même un pays comment c'est qu'on appelle ça, un pays côtier et qui devrait être identifié. Donc en même temps que nous on partait au Mali pour dire on va renforcer, on va faire ceci, on va faire cela, on était prompt à ce que encore des forces de l'Union européenne viennent s'installer avec des bases sur notre sol. Est-ce que ce n'est pas une dichotomie dans la façon de voir les choses, ou bien est-ce qu'il n'y a pas un genre de flou? Donc je veux dire que, Dieu merci, ça s'est passé. On a l'impression maintenant que là où on veut aller là, ce n'est pas encore trop clair pour nous, mais on sent qu'il y a une volonté et puis une affirmation claire pour ceux qui dirigent. Donc on regarde. Et c'est ce que moi j'observe. Maintenant, il y en a qui ont dans ce schéma-là l'attente de la négation, de l'humiliation de quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça c'est autre chose. Ou bien de vouloir régler des problèmes avec une partie. Maintenant, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre débat pour moi. Quand je regarde, c'est une question de diversification, de coopération. Et puis, il n'y a plus que le partenaire qui se pensait historique et privilégié là peut continuer sans donner et continuer de l'être. C'est ce que je suis en train d'observer. Et que donc, avec la Russie, il y a un pas et un cap qu'on est en train de passer. Jusqu'où on ira, c'est ce que moi j'observe. On observe et on attend. On verra bien comment les choses vont se dérouler. C'est déjà la fin de cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la 3e pour cette semaine. Cette audience a analysé, vous l'avez suivi, le rapprochement qui semble se dessiner entre le Burkina, le Mali et la Russie. Une audience à laquelle ont siégé les juges Geoffroy Vara. Merci. Merci. Merci à juge Inoussa Ouedraogo. Et merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tree TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Et prenez bien soin de vous, en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, pour une nouvelle audience avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.